et bon réveil, édition spéciale du Morning sur i24 News. Israël toujours au cœur d'une vague terroriste. Les attaques se poursuivent. Hier soir, une soldate âgée de 19 ans a été grièvement blessée dans le nord du pays. Après la guerre des pierres, la guerre donc des couteaux. Sommes-nous à l'aube d'une troisième intifada? Cela dépendra en partie du président palestinien. Mahmoud Abbas n'est pas Yasser Arafat et joue pour l'heure la carte de la retenue. Analyse dans un instant. Et cette vague de violence a démarré, vous le savez, sur l'esplanade des mosquées au cœur des tensions. Al-Aqsa, défendu dans une propagande mensongère par un mouvement, le mouvement islamique israélien. Binyamin Netanyahou va tenter dans les jours qui viennent de le déclarer hors la loi. Alors qui sont ces fanatiques? Coup de projecteur dans cette édition. On s'arrêtera également ce matin sur les Arabes israéliens. Plus que jamais se sentent-ils palestiniens, qualifiés parfois de cinquième colonne. Certains sont passés à l'acte. Dernier exemple, hier soir, le terroriste est un citoyen israélien. Enfin, le prochain épisode de cette escalade pourrait s'écrire à Gaza. Les violences de ces derniers jours sont étayées par des tirs sporadiques en provenance de l'enclave palestinienne. 2 tirs encore cette nuit. Nous serons sur place dans cette édition. Bienvenue à tous. Les attaques anti-israéliennes se poursuivent donc ces dernières 24 heures. 5 Israéliens ont été blessés, dont une soldate âgée de 19 ans, toujours dans un état jugé critique. Résumé signé Myriam Aman. Dimanche soir vers 19 h, près du kibboutz Gan Shmuel, dans le nord d'Israël, plusieurs Israéliens attendent à l'arrêt de bus, dont 2 soldats, lorsqu'un véhicule les percute. Un homme sort de la voiture armé d'un couteau. Il poignarde l'une des soldates, puis 2 autres personnes, dont une adolescente de 15 ans. Des passants alertés par les cris se jettent sur lui et le maîtrisent. La jeune soldate de 19 ans, grièvement touchée, est toujours aux soins intensifs. L'adolescente qui fêtait dimanche ses 15 ans ainsi que le 2e soldat sont dans un état jugé modéré. Un homme d'une quarantaine d'années a lui été plus légèrement touché. Le terroriste est un arabe israélien d'une 20aine d'années de Oum el-Fahem, l'un des villages voisins. Il a été arrêté et amené pour interrogatoire. Il s'agit du 2e attentat de la journée. Le premier a eu lieu vers 7 h du matin en Cisjordanie, sur la route qui relie l'implantation de Maale Adoumim à Jérusalem. Un policier distingue un véhicule qui circule sur la voie des bus et lui demande de s'arrêter. La conductrice crie alors Allah Akbar et actionne une bombe. Je suis descendu de ma voiture. Par chance, j'avais un gilet pare-balles. Et je lui ai dit « Madame, vous êtes en infraction ». Elle m'a tout de suite semblé suspecte, très nerveuse. Il y a plein de choses auxquelles on peut s'attendre, mais quand ça vous arrive, ça arrive comme un boom. Une autre bombe a été trouvée dans la voiture, ainsi que plusieurs bonbonnes de gaz. Selon les premiers éléments de l'enquête, la terroriste comptait perpétrer son attentat à Jérusalem. D'après ce que nous savons, il s'agissait d'une tentative d'attentat qui devait avoir lieu dans Jérusalem, alors que la sécurité est à son plus haut niveau dans la ville, aux alentours et ailleurs. La terroriste serait une arabe israélienne de 31 ans, résidente de Jérusalem-Est, ce qui lui aurait permis de rentrer facilement dans la capitale israélienne. Un carnage a été évité. Les violences en Israël et en Cisjordanie continuent à faire des vagues à Gaza. Pour la première fois depuis l'opération Bordure Protectrice à l'été 2014, le Hamas menace de frapper Israël. Des menaces proférées après une riposte israélienne à un tir de roquette dans laquelle une femme enceinte et une enfant ont été tuées. Dans la nuit de dimanche à lundi, une roquette tirée depuis l'enclave palestinienne s'est abattue sur la région d'Eshkol. Dans un terrain vague, il n'y a ni blessés ni dégâts. Plus tôt dans la soirée, une autre roquette a été tirée, mais elle s'est écrasée en territoire palestinien. La journée a été mouvementée à la frontière entre Gaza et Israël. Des Palestiniens ont ouvert le feu sur des Israéliens chargés de la réparation de la clôture de sécurité. Personne n'a été blessé, mais la voiture de l'un des travailleurs, vide au moment des tirs, a été endommagée. Voilà pour cet état des lieux. On prend tout de suite la direction de Jérusalem où on vous retrouve Mathias Inbar. Quelle est la situation ce matin dans la capitale et l'ensemble du pays ? Écoutez, 2e nuit sans heurts particuliers à signaler à Jérusalem et dans les alentours. Il y a eu des jets de pierre ce matin dans la nuit sur un bus à proximité de Telmond, à côté de Netanya, mais finalement pas de grandes manifestations, pas de grandes violences cette nuit, et cela n'empêche pas les forces de sécurité d'opérer, toujours des opérations quotidiennes. Et cette nuit, on vient d'apprendre que les forces de sécurité accompagnées des gardes frontières ont opéré dans les quartiers palestiniens de Jérusalem. 17 personnes
ont été arrêtés, des Palestiniens soupçonnés de jets de pierre, de cocktails Molotov et autres activités terroristes, parmi lesquels 13 étaient majeurs, 4 étaient mineurs. Rappelons tout de même qu'il y a eu cette décision du cabinet restreint de sécurité de déployer 16 nouvelles unités de réserve de garde frontière à Jérusalem, mais également dans des villes à risque, ce qui correspond à peu près à 600 nouveaux policiers déployés dans tout le pays. Voilà, alors accalmie certaine, vous le dites, dans la capitale israélienne. Quel est le climat pourtant qui règne? Est-ce que la population vit au rythme des attaques? Est-ce que les habitants vivent dans une certaine psychose? Écoutez, on n'emploie pas le terme de psychose. Ici, on regarde bien évidemment dans son dos, en référence aux dernières attaques qui ont eu lieu au couteau. Et puis cette phrase de Moshe Ya'alon qui salue le courage, dit-il, des habitants principalement de Jérusalem, mais également des villes du nord du pays, et qui ont aidé les forces de sécurité à maîtriser à chaque fois le terroriste ou les auteurs des attentats au couteau. Et puis il y a effectivement ce sentiment de tension permanente et qui fait que finalement les habitants ont acheté plus de gaz, de petites capsules de gaz au poivre, de gaz lacrymogène. Ils s'inscrivent dans des cours de self-defense, mais finalement pas de psychose pour le moment. Dernière information, pour être tout à fait complet, les cours auront bien lieu. Il n'y aura pas de grève à Jérusalem. Vous le savez, on en a parlé la semaine dernière et toute cette semaine, Barbara, à savoir que les cours devaient, finalement, il devait y avoir une grève parce que les gardes de sécurité devaient s'arrêter à 13h30 alors que les cours continuent jusqu'à 16h. Eh bien, la grève n'aura pas eu lieu tout simplement parce qu'il y aura une rallonge budgétaire. Voilà, un accord trouvé au dernier moment cette nuit. Merci Mathias Inbar depuis Jérusalem. Et puis dans les grandes chancelleries occidentales, on appelle évidemment à la retenue. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu hier avec Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas par téléphone. L'Élysée a appelé par voie de communiqué un retour au calme en jugeant urgent la création d'un nouvel horizon politique. Bonjour Daniel Haïk. Est-ce que Binyamin Netanyahou est sous pression internationale face à cette crise lorsqu'il décide la semaine dernière de geler toutes les constructions dans les territoires et d'interdire à ses ministres l'entrée sur le mont du Temple? Le fait-il pour ses interlocuteurs étrangers? Oui, essentiellement, mais on peut dire d'ores et déjà qu'il a deux bons points. Il a réussi à calmer d'une certaine manière la communauté internationale. D'abord, justement, en prenant des décisions qui ont été très critiquées par son aile droite. D'abord, donc, le refus de construire de nouvelles implantations après les attentats de la semaine dernière. Et puis, le fait de ne pas monter, d'interdire la montée sur le mont du Temple pour les députés israéliens. Donc, tout cela, Binyamin Netanyahou veut tout faire pour ne pas attiser la tension, pour ne pas être taxé de responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Et puis, un point important aussi, c'est qu'il a réussi à convaincre l'administration américaine, John Kerry, au cours de conversations, que finalement, il n'y avait pas de modification dans le statu quo sur le mont du Temple, et les Américains en sont convaincus, et c'est la raison pour laquelle on voit que les Américains critiquent, condamnent fermement les attentats contre la population israélienne, y compris même, on voit que l'Union européenne, Federica Mogherini, a dénoncé les attentats. Donc on voit que quelque part, Binyamin Netanyahou n'a pas véritablement de soucis à se faire de la part de la communauté internationale, qui n'accuse pas Israël de responsabilité. Et ça, c'est un bon point pour lui. Il va y avoir la visite du quartet, mais enfin pas des ministres des Affaires étrangères, mais à un niveau un peu plus bas. Ouais. On ne s'attend pas véritablement à de développement, mais c'est la preuve que la communauté internationale s'intéresse un peu à ce qui se passe ici. Voilà, visite prévue cette semaine. Pourtant, de nombreuses capitales reprochent à Binyamin Netanyahou en filigrane de payer aujourd'hui le prix par cette vague de violence de l'échec des négociations de paix. Est-ce un reproche justifié ? Écoutez, c'est difficile à dire. Binyamin Netanyahou pourra toujours prétendre qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de tension, qu'il ne peut pas faire face à des mensonges, comme il le répète devant la communauté internationale. Pour lui, Binyamin Netanyahou a tout fait pour éviter ce genre de tension. Et si, face à un mensonge de la part de l'autorité palestinienne et de la part du mouvement islamique israélien, que peut-il faire ? Ce n'est pas de son ressort. Il ne peut rien faire face à ce... Et donc, il rejette la responsabilité sur les Palestiniens, sur Mahmoud Abbas et sur l'autorité. Est-ce que la pression, Daniel, sur Binyamin Netanyahou vient également de sa propre population ? Dans quel état d'esprit sont les Israéliens après 2 semaines de violence ? Écoutez, Mathias en a un peu parlé. Les Israéliens rentrent dans une forme de résistance face à l'adversité, face à cette multiplication d'attentats terroristes. D'une certaine manière, ils prennent leurs dispositions. Ils évitent, par exemple, les zones à risque. J'étais, par exemple, dans la vieille ville de Jérusalem durant
samedi, eh bien, on peut voir qu'il y avait au moins de 50% de population dans la ville, dans la vieille ville. Ils sont plus vigilants, les Israéliens. Ils se munissent effectivement de bombes lacrymogènes. Ils prennent leurs dispositions. Ils prennent leurs armes, ceux qui sont armés. Mais aussi, il y a un élément important que l'on ressent déjà et qui nous rappelle la seconde intifada, c'est une forme de solidarité nationale qui permet aux Israéliens de faire face à l'adversité palestinienne. On l'avait déjà constaté et on peut dire que Yasser Arafat l'avait constaté à ses dépens lors de la seconde intifada. Il pensait que la société israélienne était, comme l'avait dit Nasrallah, une toile d'araignée faible et fragile. Et bien finalement, la société israélienne, face à l'adversité, elle se révèle soudée et solide. Merci Daniel Haïk. Et c'est dans ce contexte qu'un projet de loi proposant une peine minimale et des amendes pour les lanceurs de pierres et de cocktails Molotov a été adopté. Je vous propose d'écouter à ce sujet le Premier ministre israélien. Il s'exprimait hier lors du Conseil des ministres. Ce week-end, j'ai ordonné le recrutement de 16 compagnies de gardes-frontières réservistes pour le maintien de la sécurité et de l'ordre. Il est préférable de les recruter à l'avance pour affronter les éventuels développements. D'ailleurs, nous allons recruter de nouvelles forces autant que nécessaire. Aujourd'hui, je discuterai des actions du gouvernement contre le mouvement islamique en Israël. Les incitations à l'intérieur de nos frontières sont inacceptables. Nous agirons fortement contre les instigateurs provenant de toutes les directions. Et cette vague de violence, vous le savez, a démarré sur l'esplanade des mosquées au cœur des tensions. Al-Aqsa, défendu dans une propagande mensongère par un mouvement, la branche nord du mouvement islamique israélien. Benyamin Netanyahou va tenter, dans les jours qui viennent, de le déclarer hors la loi. Alors, qui sont ces fanatiques? Que veulent-ils exactement? Cyril Amar, plus de détails avec vous. Oui, Barbara, alors il s'agit avant tout d'une organisation extra-parlementaire, légale pour le moment en tout cas, mais étroitement surveillée, vous l'avez dit, par les autorités israéliennes, par les services de sécurité intérieure israélien notamment, et pour cause, eh bien, ce mouvement est soupçonné d'avoir des relations avec le mouvement islamiste palestinien Hamas, avec qui, il faut le rappeler, eh bien, il partage cette même idéologie, celle de la confrérie des frères musulmans. Alors tout comme son acolyte palestinien, le mouvement islamique en Israël préconise d'abord et avant tout l'islamisation de la société arabe, de la communauté arabe israélienne, plus d'islam, plus de prières, plus de pratiques religieuses, mais depuis sa fondation en 1971, eh bien, le mouvement islamique israélien a largement dépassé cet objectif pour finalement s'ancrer profondément au cœur de la société arabe israélienne avec un discours très radical, un discours qui nie totalement l'existence de l'État d'Israël, car pour les islamistes israéliens, l'État juif n'est qu'un accident de l'histoire qui sera bientôt remplacé par un califat islamique sur son territoire, comme nous l'explique d'ailleurs très bien Kamel Khatib, qui est le numéro 2 du mouvement. Votre dirigeant est stupide et arrogant. Il préfère sa propre gloire aux intérêts des Israéliens. Je voudrais rappeler aux Juifs que la période la plus prospère de l'histoire juive est lorsqu'ils vivaient sous un pouvoir musulman en Andalousie. Alors quel rôle, Cyril, joue ce mouvement islamique israélien dans les violences actuelles qui ont démarré sur la mosquée Al-Aqsa? Pour tenter d'y répondre, Barbara, je vous propose de nous pencher d'un petit peu plus près sur le parcours de cet homme. Il s'appelle Raed Salar, c'est le chef de la branche nord du mouvement la plus radicale, qui fait cession en 1993 à la suite des accords d'Oslo, avec la branche sud qui elle est un peu plus modérée. Faire cession, pourquoi? Parce que tout comme le Hamas, eh bien, Raed Salar et sa branche nord ne reconnaissent pas les accords de paix, le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Il est âgé de 57 ans, il est père de 7 enfants. D'ailleurs, à ce titre, il a 2 enfants qui s'appellent Saladin et Hamas. C'est très révélateur peut-être de l'idéologie de ce bonhomme. Il est maire d'Oum el-Fahem de 89 à 2001 et c'est l'un des bastions du mouvement islamique. C'est d'ailleurs le village duquel est originaire l'auteur de l'attaque d'hier soir. Et pendant son mandat à Oum el-Fahem, eh bien, il va faire de la défense d'Al-Aqsa le principal étendard de sa politique, ce qui va lui valoir le surnom de défenseur d'Al-Aqsa. D'ailleurs, en 1996, c'est un jeune Premier ministre en Israël qui s'appelle Benyamin Netanyahou qui décide d'ouvrir le tunnel du mur des lamentations sous le quartier musulman. Et là, ça déclenche la colère de Raed Salar. Il organise dans sa mairie, vous le voyez sur ces images, dans le stade d'Oum el-Fahem, un rassemblement, le Maharajan, un rassemblement annuel populaire pour, je cite, défendre la mosquée d'Al-Aqsa qu'il estime en danger. Voilà, un rassemblement qui a lieu jusqu'aujourd'hui. Et puis pendant la seconde intifada, le mouvement va se radicaliser de plus en plus. Oui, ce qui va d'ailleurs valoir à son chef, Raed Salar, d'être incarcéré à 2 reprises en Israël pour incitation à la haine, notamment après la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade sacrée en 2000. Raed Salar qui appelle à utiliser la violence, il sera donc incarcéré.
La commission OR, qui a enquêté sur la mort des 13 citoyens arabes israéliens lors des manifestations de 2000, a clairement pointé du doigt la responsabilité de Raed Salah dans l'incitation à la haine et à la violence. Voilà un scénario qui s'est produit en 2000 et qui pourrait peut-être se reproduire dans les violences actuelles. Merci Cyril. Et justement, en filigrane de cette crise, un élément inquiétant, l'incitation à la haine au sein de la société palestinienne. Alors pour les services de sécurité israéliens, seul le Hamas incite à la violence et non l'autorité palestinienne. Plus inquiétant encore, l'incitation sur les réseaux sociaux. Léa Berduco. Le Premier ministre israélien passe à l'offensive. Lors de la réunion de son cabinet ce dimanche matin, Benyamin Netanyahou a demandé l'ouverture d'une enquête contre la députée Hanin Zohabi. Il l'accuse d'incitation à la violence après des propos tenus ce week-end dans un journal affilié au Hamas. Des propos qu'il a lus à haute voix en plein Conseil des ministres. Il faut que des centaines de milliers de fidèles se rendent à la mosquée Al-Aqsa afin de déjouer le complot israélien visant à faire couler le sang des habitants de Jérusalem-Est. Si des milliers de personnes de notre peuple s'y rendent, ces incidents se transformeront en réelle intifada. La députée a aussitôt réagi à cette demande d'enquête. Les déclarations de Netanyahou sont un indicateur d'une faillite politique et morale. Et ces jours-ci, il n'y a aucune différence entre les déclarations de Netanyahou et celles des extrémistes de droite. Benyamin Netanyahou a également dit se pencher sur les actions du mouvement islamique en Israël, qu'il accuse d'incitation à la haine. Nous agirons contre les instigateurs de toutes les directions, a-t-il déclaré. Également présent dans le discours des politiques, la volonté de lutter contre des clips diffusés sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, par exemple, il est enseigné comment poignarder. Sur celle-ci, la cible est affichée, les juifs orthodoxes. La haine est aussi visible chez des juifs où les appels de mort aux Arabes ont été entendus ces derniers jours. Pour lutter contre ces appels à la haine et au meurtre, une unité cybernétique de l'armée israélienne a mis en place une cellule de veille. Alors dit justement, on va s'arrêter avec vous ce matin sur le rôle que jouent dans cette vague de violence les réseaux sociaux, leur influence sur les jeunes qui passent à l'acte. Peut-on parler d'une intifada 2.0 ? Alors en tout cas, qu'on parle d'intifada ou pas, ce qui est incontestable, c'est le rôle joué par les réseaux sociaux dans la crise actuelle. Alors on a vu ces clips et ces films produits par les télés du Hamas diffusés sur YouTube, mais ce n'est pas là le plus impactant avec les hashtags l'intifada est lancé ou encore intifada de Jérusalem. Les émeutiers partagent en temps réel en fait des selfies et des vidéos des émeutes en direct, ce qui fait monter la fièvre sur des réseaux comme Twitter ou WhatsApp. Mais là on observe un phénomène nouveau, c'est la glorification immédiate en ligne du martyr. Un exemple, la vidéo de la mort de Fadi Aloun, 19 ans, qui a été abattu après avoir blessé un passant israélien au couteau, a été vue immédiatement plus de 100 000 fois. Alors ce sont des vidéos brutes, prises sur le vif, qui ont un impact notamment sur les plus jeunes qui s'empressent de remplacer par exemple leur photo de profil sur Facebook par la photo soit du martyr tout sourire, soit du corps du martyr une fois abattu. Alors un phénomène qui encourage la montée de fièvre et qui incite en fait finalement ces jeunes dès la sortie de l'école, parce qu'ils sont très jeunes, ce sont des adolescents, soit à rejoindre les émeutiers, soit passer à l'acte. Alors vous l'avez dit, le point commun des terroristes qui passent à l'acte, c'est leur âge. Ils sont tous extrêmement jeunes. C'est une génération qui n'a pas connu les précédentes intifadas. Est-ce qu'on comprend pourquoi ils passent désormais à l'acte ? Tout simplement parce qu'ils sont jeunes. Et plus ils sont jeunes, plus ils sont connectés. Et puis plus ils sont aussi sensibles à des images et à des discours sans aucun fil finalement. Ce qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux palestiniens, c'est que ces violences se font au nom de la bataille pour Al-Aqsa. On l'a répété, c'est l'idée selon laquelle les Israéliens voudraient briser le statu quo. Mais en tout cas, de manière générale, dans ces clips adressés aux plus jeunes, on justifie, on glorifie le fait de mourir en martyr. Je vous propose de regarder un clip diffusé par une chaîne YouTube. ما حدا بنقص من أجله إشي تخيل إنه غيرت رأيي يا صاحبي الأعمار بيضربنا خليها لبكرة أحسن اللي أعزنا بالنصر والتحرير
وما ضيع لنا جهد ولا جهاد. الحمد لله. تعا يا سيدي تعا سلم على سيدك قيسي. Alors face à ces clips qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux, que peut faire Israël ? Alors pas grand-chose en réalité. Alors certes, Emmanuel Nachshon, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, a adressé en fin de semaine dernière une lettre à Google, propriétaire donc de YouTube, et à Facebook aussi, pour leur demander finalement d'appliquer leur charte qui doit éviter toute incitation à la haine. Il dit voilà, ces vidéos font l'éloge des agresseurs et présentent les Juifs et les Israéliens de manière haineuse et raciste. Alors il y a une autre réponse, on l'a dit dans le reportage, une unité cybernétique qui est chargée de surveiller les terroristes en herbe et éviter, comprendre et prévenir d'éventuels passages à l'acte. Mais en fait, en réalité, cela ne changerait pas grand-chose parce que les vidéos les plus impactantes circulent finalement sur WhatsApp. C'est une plateforme plus directe, c'est-à-dire de téléphone portable en téléphone portable. Et là, c'est incontrôlable et insaisissable. Merci pour ces explications. Après la guerre des pierres, la guerre donc des couteaux. Sommes-nous à l'aube d'une troisième intifada? Cela dépendra en partie du président palestinien. Mahmoud Abbas n'est pas Yasser Arafat et joue pour l'heure la carte de la retenue. Dror, on va voir ça ensemble dans un instant. Avant cela, rappel en images des deux premières intifadas. On tente de comprendre si les jours que nous vivons sont similaires à ceux vécus à l'époque. Alexandre Leduc. 9 décembre 1987, camp de réfugiés de Jabalia dans la bande de Gaza. Une rumeur se propage. La mort de 4 ouvriers palestiniens dans un accident de la route causé la veille par un chauffeur israélien. Il s'agirait d'une réponse à l'assassinat d'un commerçant israélien quelques jours plus tôt. La population palestinienne se révolte après les funérailles et enclenche un processus d'insurrection populaire qui durera 5 longues années et coûtera la vie à 160 Israéliens et plus d'1 millier de Palestiniens. Une insurrection spontanée avec une arme symbolique, les pierres. Des centaines de fonctionnaires palestiniens démissionnent, des grèves générales éclatent, le système scolaire cesse de fonctionner, ainsi que les comités populaires censés gérer la vie quotidienne des Palestiniens. Partis de la bande de Gaza, la première intifada se propage au territoire de Cisjordanie et au quartier est de Jérusalem. En réponse, le ministre de la Défense adopte une politique de répression assumée, avec ces mots qui lui ont été attribués, mais qu'Yitzhak Rabin a toujours nié avoir prononcé. Il faut briser les jambes et les bras des lanceurs de pierres. La première intifada s'achèvera finalement par un processus diplomatique, les accords de Madrid qui mèneront eux aux accords d'Oslo. Juillet 2000, le sommet de Camp David réunissant Arafat, Barak et Clinton n'apporte aucun résultat. Le 28 septembre, Ariel Sharon se rend sur l'esplanade des mosquées. Une visite considérée comme une provocation par les Palestiniens. Le lendemain, le 29 septembre, à Kalkilia, durant une patrouille conjointe israélo-palestinienne, un officier des gardes-frontières est abattu par un policier palestinien. La seconde intifada a débuté. Elle sera violente, extrêmement violente, préparée et coordonnée. Aux attentats suicides dans le centre-ville des grandes villes israéliennes, aux assassinats de civils israéliens dans les territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le gouvernement israélien répond par des éliminations ciblées de membres des organisations terroristes et par une réoccupation partielle des villes palestiniennes de Cisjordanie. La violence palestinienne sera finalement brisée par les services de sécurité israéliens, mais cette réussite a un coût. Plus de 1000 morts israéliens, dont 70% de civils, et plus de 5000 morts palestiniens. Voilà, et ce qui pourrait faire la différence dans l'actuelle vague de violence, c'est le comportement du président palestinien Mahmoud Abbas. Dror, est-ce que Mahmoud Abbas incite à la violence ou au contraire tente-t-il de calmer les esprits ? Tout dépend de la personne à qui on pose la question. Si vous posez la question aux responsables militaires et aux responsables des services de sécurité intérieure, le Shabak, ils vont vous dire que oui, que Mahmoud Abbas fait tout pour calmer les esprits et pour faire en sorte que cette vague de violence ne dégénère pas en un embrasement généralisé. Mais si vous posez la question à certains politiques, notamment Naftali Bennett, ministre de l'Éducation et chef de file du parti du foyer juif, donc l'aile droite du gouvernement, lui va vous dire non, les militaires se trompent. Il l'a dit hier à la radio israélienne, les militaires se trompent.
Mahmoud Abbas incite à la violence, c'est clair. Et puis vous avez bien évidemment Netanyahou qui lui occupe une espèce de position intermédiaire. Il a reproché à l'autorité palestinienne d'inciter à la violence et à la haine anti-israélienne. Mais ses critiques envers Mahmoud Abbas, très nettement, ont évolué vers un ton beaucoup plus mesuré, beaucoup plus modéré. Alors, divergence, vous l'avez dit, entre responsables politiques, certains responsables politiques en tout cas, et l'échelon militaire. Qui faut-il croire ? Écoutez, l'échelon militaire n'a pas vraiment intérêt à tromper le public. Ce sont des professionnels qui constatent que sur le terrain, eh bien, Mahmoud Abbas et les services de renseignement israéliens, qu'ils soient militaires ou civils, constatent que Mahmoud Abbas non seulement maintient la coopération sécuritaire avec Israël, et c'est un élément important, c'est un élément crucial, que l'incitation à la haine anti-israélienne dans les médias contrôlés par l'autorité palestinienne est aussi en baisse, et que Abbas a donné des ordres clairs à ses services de sécurité pour contenir les violences anti-israéliennes dans la rue. Encore une fois, ce qu'il peut contrôler, il le contrôle. Ce qui m'incite à penser que les responsables militaires ont raison, c'est que d'une part, certains responsables politiques ont d'autres intérêts qui ne sont pas forcément tout à fait ceux de l'ensemble des Israéliens. Et puis d'autre part, c'est l'intérêt, Mahmoud Abbas, encore une fois, d'éviter un emboîtement généralisé parce que sa place pourrait être menacée. Peut-on tout de même reprocher à Mahmoud Abbas une certaine ambiguïté, un certain double discours? C'est très clair, regardez, on va voir s'afficher à l'écran une affiche du Fatah. Le Fatah, c'est le parti de Mahmoud Abbas. Une affiche du Fatah qui glorifie, l'un des derniers terroristes, celui qui a blessé deux juifs religieux, deux Israéliens religieux à Jérusalem. Vous voyez là, entouré en jaune, la photo de Mahmoud Abbas et là un mot arabe qui signifie tout simplement Fatah. Donc une affiche du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas qui glorifie l'un des terroristes de ces derniers jours. Et puis on se souvient également des propos de Mahmoud Abbas concernant les juifs qui souillent le mont du Temple, l'esplanade des mosquées de leurs pieds. Ça, c'était avant la vague de violence, mais ce genre de propos peut être considéré comme ayant une responsabilité directe dans la vague de violence actuelle. Mais en tout cas, depuis que cette vague de violence est déclenchée, Mahmoud Abbas, semble-t-il, fait tout pour contenir les violences, même si, dans son parti en tout cas, peut-être qu'il ne contrôle pas ce genre d'affiches, mais dans son parti en tout cas, il y a une ambiguïté qui est réelle. Merci Dror pour ces explications. À suivre, le prochain épisode de cette escalade pourrait s'écrire à Gaza. On voit ça après un nouveau journal, mais vous le savez, les violences de ces derniers jours sont étayées par des tirs sporadiques mais réguliers en provenance de l'enclave palestinienne. 2 tirs encore cette nuit. L'armée israélienne a riposté et pour la première fois depuis l'été dernier, le Hamas menace de reprendre la lutte armée contre l'État hébreu. Nous serons sur place après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Léonore Veil. Restez avec nous. Merci d'être avec nous. Nous sommes en édition spéciale sur i24 News. L'escalade de violence au Proche-Orient se poursuit et le prochain épisode pourrait s'écrire à Gaza. Les violences sont étayées ces derniers jours par des tirs sporadiques mais réguliers en provenance de l'enclave palestinienne. Les manifestations parfois violentes le long de la frontière se multiplient également. Explication signée Maël Benoliel. Pendant plus d'un an, cette tour de garde est restée vide. Mais il y a quelques jours, elle a été réinvestie par Tsahal. Nous sommes ici à Nahal Oz, un village agricole frontalier de la bande de Gaza. 800 mètres seulement séparent ce kibboutz de l'enclave palestinienne. Tout au long du week-end, les habitants de Nahal Oz ont pu assister quasiment depuis leurs fenêtres aux violentes manifestations qui ont pris place au niveau de la clôture de sécurité côté palestinien. Des manifestations auxquelles ont pris part plusieurs centaines de Gazaouis venus exprimer leur colère et leur solidarité avec leurs compatriotes de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Nous sommes ici pour Jérusalem et pour exprimer notre solidarité. Nous ne voulons rien des factions palestiniennes, nous n'avons pas besoin de soutien des brigades d'Al-Qassam ou du Fatah. Chaque manifestant est venu de sa propre initiative. Mais ce rassemblement finit par mal tourner au moment où certains manifestants tentent de pénétrer en territoire israélien. Les tirs de sommation de Tsahal n'y font rien. 9 Palestiniens sont tués durant le week-end alors que des dizaines sont blessés.
Cette région frontalière n'avait pas connu de telles tensions depuis l'été dernier et l'opération Bordure Protectrice. Dani est agriculteur, il est aussi le porte-parole de Nahal Oz. Après un week-end agité, il se rend comme tous les jours dans ses différentes exploitations agricoles à quelques dizaines de mètres de la clôture de sécurité. Celle qui m'a mise au courant que des Gazaouis tentaient de franchir la clôture, c'est ma mère. Ma mère m'a téléphoné inquiète et m'a demandé qu'est-ce qui se passe à Nahal Oz. Dani nous confie la crainte d'un scénario catastrophe, celui de voir une arrivée massive de Palestiniens décidés à traverser ensemble la frontière en direction de son kibboutz. Ça, on peut dire que c'est le cauchemar de chacun d'entre nous dans le kibboutz. Même si on fait confiance à l'armée qui sait quoi faire dans ces situations. Je pense que Tsahal a fait ce qu'il devait faire ces derniers jours. Et ça me fait vraiment mal pour chaque mort, à chaque fois, peu importe de quel côté il se trouve. Cela fait déjà plusieurs décennies que Dani vit dans ce kibboutz. Il a tout connu ici, et notamment les différentes guerres. Il dit comprendre la colère de ses voisins. Ce qu'ils veulent, c'est élever leurs enfants, nourrir leur famille, vivre en paix. Et je suis convaincu de tout mon cœur que la plupart du peuple palestinien en Cisjordanie ou ici, dans la bande de Gaza, veut la paix. Est-ce qu'ils nous aiment? Probablement pas. Mais ils veulent juste vivre, pas mourir. Malgré les différents incidents sécuritaires qui prennent place sous leurs yeux depuis quelques jours, les habitants des villages frontaliers de la bande de Gaza, et ceux de Nahal Oz en particulier, ne semblent pas inquiets plus que cela, et la vie suit son cours. Il faut dire aussi qu'ils en ont vu d'autres ces dernières années. Et bonjour à David Klezewski, vous vous trouvez à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, au point de passage de Kerem Shalom. Quelle est la situation sur place ces dernières heures ? Alors la situation est plus calme ici, juste derrière moi. Effectivement, nous sommes à Nahal Oz, justement, comme dans le reportage ici que vous venez d'entendre. Nahal Oz, juste derrière moi, l'armée est en train de réparer la frontière, la barrière qui a été endommagée par les affrontements dont il était question il y a quelques minutes. Affrontements qui ont été meurtriers pour plusieurs Palestiniens. 70 d'entre eux au total sont parvenus à pénétrer le territoire israélien. Ils ont tous été arrêtés. Alors, quel est l'état d'esprit, David, de la population du sud du pays? Craignent-ils un nouveau round de violence? Effectivement, donc ces dernières 24 heures, il y a eu à peu près 2 à 3 roquettes qui ont été tirées. Et à chaque fois, c'est le même rituel. Des milliers ou des dizaines de milliers d'Israéliens se jettent dans la pièce blindée qui équipe la plupart des habitations du sud d'Israël. Cette fameuse guerre invisible, impossible à filmer. Cette guerre de harcèlement, cette guerre d'usure qui vise, il suffit d'une roquette, d'une seule, pour contraindre donc des dizaines de milliers d'Israéliens à se ruer aux abris. Donc effectivement, ici, la crainte, c'est qu'on se retrouve à nouveau dans ce rythme de vie et de harcèlement. Alors, c'est le Hamas, il faut le rappeler, qui est tenu responsable de ces tirs par Israël, même si ce sont d'autres mouvements qui tirent. Est-ce que le mouvement palestinien a pour leur intérêt à contenir ces violences ? Effectivement, alors le Hamas se trouve dans une position ambiguë, en tout cas un discours ambigu. D'un côté, il dit ne pas vouloir de confrontation armée, un conflit ouvert comme l'année dernière face à Israël. De l'autre, le Hamas veut s'engager donc à 100% dans cette guerre pour la mosquée Al-Aqsa. Sa participation est donc, du Hamas est donc extrêmement visible sur les réseaux sociaux, notamment où des plus divers mouvements islamistes et parmi eux le Hamas appellent à poignarder un maximum de juifs. Alors à Gaza, c'est impossible de poignarder des juifs puisqu'il n'y a aucune zone de contact entre arabes musulmans et juifs. Par contre, partout ailleurs, dans toutes les zones, partout ailleurs en Cisjordanie, Judée, Samarie, Galilée, Haïfa, dans toutes ces zones où il existe des points de contact entre juifs et arabes, eh bien le Hamas, sur les réseaux sociaux notamment, à travers ses prêches dans certaines mosquées, incite à poignarder un maximum de juifs pour, dit-il, défendre la mosquée Al-Aqsa. Hamas donc dans ce double, a priori pas de confrontation armée majeure, mais une incitation à l'acte
l'impact de la situation à la haine qui est sur les réseaux sociaux extrêmement présente. Merci David. Et justement, on va s'arrêter à présent sur le rôle joué par les Arabes israéliens dans cette vague de violence. Plus que jamais se sentent-ils palestiniens, qualifiés parfois de 5e colonne. Certains sont passés à l'acte ces derniers jours. Exemple, dans la ville d'Afula, une ville mixte, où une étudiante arabe israélienne a tenté d'attaquer à l'arme blanche un soldat ce week-end. Atmosphère sur place avec Joseph Emmanuel. La femme au centre vient de tenter de poignarder un soldat. Nous sommes dans la gare routière d'Afula, au nord d'Israël. Une demi-dizaine de soldats braquent leurs armes sur l'assaillante, lui intiment l'ordre de lâcher son couteau, mais tout s'accélère brusquement. 6 coups de feu retentissent, la jeune femme s'écroule. À l'entrée de la gare, une voiture de police monte la garde. Le niveau de sécurité a été relevé d'un cran, alors que le pays tout entier connaît une vague d'attaques au couteau sans précédent, mais la population reste optimiste. On surmontera la tête haute sans peur et le gouvernement doit prendre les choses en main. C'est notre pays pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, Yohan a bien failli le connaître. C'est lui qui a été attaqué par l'assaillante. Il a interdiction d'être filmé, mais il accepte de nous raconter ce que les images ne montrent pas. Quand la jeune trentenaire se jette sur lui, elle est en pleurs et hurle « Vous êtes les terroristes ». Les soldats pensent à une possible attaque kamikaze. Ils disent ne pas avoir eu peur. Pas de peur, mais de la colère. Des passants étaient prêts à lyncher un terroriste jeudi, en fin de journée, lors d'une autre attaque au couteau, dans cette même ville, Afula. Ironie d'une scène presque à l'opposé de l'attaque de la gare routière. Ici, la police protège le terroriste de la rage des passants. Nazareth, à quelques kilomètres au nord d'Afula, c'est ici que vit l'assaillante qui a été blessée, actuellement à l'hôpital, Asra Zidane. Ici, tout le monde connaît la famille Zidane. Le père est un cheikh connu, une figure religieuse respectée à Nazareth. Ahmed le connaît personnellement. Il nous donne sa version, qui semble être la version partagée par une grande partie des habitants de Nazareth. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, on ne sait pas. Ils disent qu'elle avait un couteau, mais c'est une bonne fille. Nous décidons de rencontrer le cheikh, le père d'Asra Zidane. Nous suivons un taxi, il nous mène dans ces ruelles de Nazareth où il est impossible de sortir notre caméra. Les cousins de l'assaillante nous recevront, mais le père est absent. C'est par téléphone plus tard qu'il nous donnera sa version, la même que celle qui circule sur l'ensemble des réseaux sociaux en Israël. Ils sont arrivés vers elle. Ils étaient 6 ou 7 soldats. Ils l'ont frappée sans aucune raison. Elle est innocente. Les communautés juives et arabes d'Israël ne portent pas le même regard sur les attaques, presque quotidiennes, que connaît Israël depuis plusieurs semaines. Une guerre de mots dans laquelle, ici plus qu'ailleurs, les mots se transforment souvent en armes et poussent un peu plus chaque jour les communautés à se séparer. Ali Wakad, bonjour, merci d'être avec nous. Alors les Arabes israéliens, on le rappelle, plus de 20% de la population israélienne se sent avant tout palestinienne dans les moments de crise. Je ne sais pas s'ils sont des Palestiniens dans les moments de crise. Ils se sont Palestiniens en général, Barbara. On est issus d'une population arabe qui faisait partie de la société palestinienne d'avant 48. Mais si on prend par exemple toutes les études les plus professionnelles, notamment celle de professeur Sami Samoucha de l'université de Haïfa, ils prouvent que les 2/3 des Arabes d'Israël veulent se sentir israéliens. Si on parle d'ambiguïté, ils veulent d'un côté une intégration complète dans la société israélienne et une assimilation complète. Et de l'autre côté, ils veulent conserver leur identité d'arabe ou de palestinien. Mais quand le contexte change du national, du politique au religieux, le monde d'Al-Aqsa, c'est un site très important pour les musulmans citoyens d'Israël. Et d'ailleurs, quand on parle de 1,6 million d'habitants d'Israël, on voit qu'il y a quelques centaines, maximum quelques milliers qui participent à ces émeutes. Et il y a 2, 3
qui ont participé à ces attaques violentes qu'on a vues récemment. Alors 1,6 million d'Arabes israéliens qui sont évidemment représentés à la Knesset. Un mot de politique, Ali, le gouvernement Netanyahou reproche à ses députés arabes israéliens, 4e force politique du pays, d'inciter à la haine et à la violence, d'appeler, de passer à l'acte à cette population arabe israélienne. Est-ce qu'ils jouent la provocation, ces députés? C'est vrai qu'il s'agit, toutes les forces arabes unies ont été unies dans une liste commune, mais il y a des communistes, il y a des séculaires, il y a des islamistes. À mon avis, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. D'ailleurs, par exemple, la tête de cette liste, le membre de Knesset, Ayman Odeh, on lui reproche dans le secteur arabe musulman que lui, il n'est pas contre le fait que des non-musulmans peuvent visiter le mont du Temple, peuvent visiter la mosquée d'Al-Aqsa. Que des juifs montent sur le mont du Temple, quoi, soyons clairs. Oui, pour ne pas prier, bien sûr, pour visiter. Donc, on ne peut pas mettre tous ces membres de Knesset dans le même panier. D'ailleurs, c'est plutôt un cliché que les politiciens juifs reprochent aux membres de la Knesset, aux membres arabes, de participer à l'incitation. Ils sont différents. Certains, comme Hanin Zobi, par exemple, va à l'extrême et elle incite à la non-coexistence entre arabes et juifs, alors que d'autres prennent pour une vie commune, comme par exemple Ayman Odeh, la tête de la liste arabe unie. Voilà, pour s'opposer à ces tensions, le secteur arabe israélien a annoncé une grève générale dès demain. On continuera évidemment de suivre la situation. Merci Ali pour ces explications. Et toujours en politique, Binyamin Netanyahou est sous le feu des critiques de l'opposition, mais plus encore dans son propre camp. La frange droite de son gouvernement lui reproche sa modération et hasard du calendrier. C'est ce lundi que s'ouvre la session d'hiver du Parlement israélien. Daniel Haïk, on l'a dit, la frange droite de son gouvernement et de son propre parti ne fait pas dans la dentelle de Binyamin Netanyahou. Déclaration tonitruante à la presse, sit-in devant son cabinet depuis plusieurs jours. Est-ce que sa coalition va voler en éclats, d'autant que Binyamin Netanyahou multiplie les appels du pied à la gauche, au centre-gauche, pour le rejoindre? Oui, ce qui est sûr, c'est que Binyamin Netanyahou voudrait que durant cette session d'hiver de la Knesset, eh bien, sa coalition puisse être élargie. Alors comment l'élargir? De prime abord, Binyamin Netanyahou voudrait d'abord se débarrasser des trublions justement de la droite, de l'aile droite de son gouvernement, c'est-à-dire Naftali Bennett, Ayelet Shaked. Il ne peut pas se débarrasser de gens comme Israël Katz, mais il rumine sa vengeance. Le moment venu, Israël Katz sera sanctionné pour sa prise de position contre Binyamin Netanyahou. Ce qui va se passer, c'est qu'il est possible qu'on assiste à des appels du pied en direction d'abord du camp sioniste. Or, le problème de Yitzhak Herzog, le leader du camp sioniste, c'est qu'il a une forte opposition contre une entrée dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Alors, il faut aller chercher ailleurs. Ailleurs, ça veut dire Yesh Atid, le parti de Yair Lapid, qui s'est positionné aux côtés de Binyamin Netanyahou face à la crise actuelle, la crise sécuritaire actuelle. Mais Yesh Atid ne rentrera pas dans le gouvernement israélien tant que ne sera pas amendée la fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, des instituts talmudiques, afin que Yair Lapid puisse siéger tranquillement avec les orthodoxes. Dernier point, si ce n'est pas Yair Lapid, alors il y a toujours l'option de faire rentrer Avigdor Lieberman. Et pour faire rentrer Avigdor Lieberman, qui est naturellement le partenaire politique de Binyamin Netanyahou, mais qui le critique depuis plusieurs mois, eh bien, il faudrait lui confier un poste important aujourd'hui en cette période difficile en matière de sécurité, c'est le ministère de la Défense. Avigdor Lieberman n'a pas écarté la possibilité d'être nommé ministre de la Défense. Il envisage cette éventualité. Cela permettrait à Binyamin Netanyahou d'avoir une coalition plus solide de 68 députés. Voilà, plus stable. Est-ce que politiquement, Binyamin Netanyahou, face à cette vague de violence, a du souci à se faire? Est-ce que son image de monsieur sécurité est en train de s'écorner? Elle s'écorne au sein des leaders de implantation, au sein des leaders de la mouvance sioniste religieuse, de Naftali Bennett, dans ces partis-là. Oui, effectivement, elle est un peu écorchée, mais ce qui a changé, c'est que Binyamin Netanyahou, comme ce l'était à l'époque de l'opération Bordure protectrice, Binyamin Netanyahou prend une autre dimension, pas seulement celui de monsieur sécurité, mais également celui de monsieur responsable. L'homme, le leader responsable qui est pondéré, surtout face à la communauté internationale, qui sait réagir. Et cela, d'une certaine manière, cela le place
un niveau supérieur, et cela ramène une partie des voix du centre de l'échiquier politique israélien. Merci Daniel. Et la vague de violence se poursuit. On vient d'apprendre qu'une nouvelle attaque au couteau, attaque à l'arme blanche a eu lieu il y a quelques minutes dans la vieille ville de Jérusalem. Cela faisait 24 heures qu'aucune attaque avait eu lieu dans la capitale. Mais voilà que les violences reprennent ce matin. Attaque donc au couteau à l'arme blanche il y a quelques minutes dans la vieille ville de Jérusalem. On reviendra évidemment sur cette information dans notre journal qui commence dans 2 petites minutes. Ce sera avec Éléonore Veil. Restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous sur i24 News. Une matinée agitée encore dans la capitale israélienne. Il y a quelques minutes, tentative d'attaque à l'arme blanche dans la vieille ville. On vous retrouve sur place, Mathias Inbar, pour plus de détails. On vous écoute. Je vous disais ce matin qu'il y avait un calme particulièrement relatif et cela en est l'exemple concret. Il y a eu une tentative d'attaque au couteau. Cela s'est passé à proximité de la porte des Lions, lieu où il y a eu déjà plusieurs attaques au couteau à l'intérieur de Jérusalem. Cette fois-ci, eh bien, le suspect s'est avancé vers les gardes frontières. Ces derniers lui ont demandé de sortir les mains qu'il avait dans les poches. Il a sorti un couteau, tenté de poignarder l'un des gardes frontières. Il a poignardé dans son gilet. C'est la raison pour laquelle ce dernier n'a pas été blessé. Les gardes frontières qui se trouvaient à proximité ont immédiatement tiré, dégainé et ont neutralisé le terroriste qui se trouvait sur place. Voilà, pas de blessés dans cette tentative d'attaque. Merci Mathias pour ces précisions. On reviendra évidemment sur ces événements tout au long de la matinée. On poursuit à présent par ces images qui nous parviennent d'Ankara. Des milliers de personnes ont défilé hier dans la capitale turque pour marquer leur nette opposition au président Recep Tayyip Erdogan au lendemain de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays. L'enquête, elle, semble se diriger vers les djihadistes de l'État islamique. Myriam Aman. Colère et indignation. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Turquie pour rendre hommage aux victimes du double attentat d'Ankara. Dans la nuit de samedi à dimanche, la tension était vive et des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Dans la ligne de mire des manifestants, le gouvernement d'Erdogan, qu'ils accusent d'inaction face à la menace terroriste. À cause de l'ambition d'un homme, des innocents sont morts une fois encore. On revit ce que nous avions vécu à Suruç. On a honte de voir ce qui se passe. Malgré tout, les gens essaient de croire que la paix est possible, mais on en vient à perdre espoir malheureusement. Les explosions ont eu lieu au cœur d'Ankara pendant un rassemblement de l'opposition turque. Le bilan est lourd, plus de 120 morts. Un bilan encore provisoire puisque plus de 200 personnes ont été blessées. Certaines luttent toujours pour leur vie. Les soupçons se portent sur l'État islamique. Bien sûr, les officiels nous ont dit qu'ils ne savent rien, mais il est plus probable que ce soit le groupe État islamique ou des cellules liées. Sur les lieux du drame, l'enquête avance. Les médecins légistes affirment avoir identifié le corps des 2 kamikazes. L'un des terroristes serait un homme de 25 à 30 ans. L'autre serait une jeune femme du même âge. Leur identité n'a pas été révélée. La police est par contre absolument certaine que les explosifs et le dispositif de déclenchement sont les mêmes que ceux utilisés dans l'attentat de juillet dernier. Un attentat qui visait un centre culturel de Suruç où s'étaient rassemblés 300 jeunes militants de gauche et pro-kurdes. 34 d'entre eux ont été tués. Cyril, on le rappelle, le double attentat n'a toujours pas été revendiqué. La piste de l'État islamique est privilégiée, mais d'autres existent parallèlement. Oui, 3 groupes suspects pointés du doigt par le gouvernement turc après cet attentat sanglant. Évidemment, celle de djihad islamique est privilégiée. Pourquoi ? Bien en raison du mode opératoire, notamment celle de l'attentat suicide. Il y a 3 mois, un attentat en vue d'un sujet de Myriam Aman avait coûté la vie à 20 Turcs et un mode opératoire similaire avait donc été utilisé, celui du kamikaze. Et puis le choix de la cible également, les sympathisants
sympathisants kurdes qui sont visés dans cet attentat. Les Kurdes qui sont, rappelons-le, en première ligne du combat en Syrie et en Irak contre les djihadistes de l'État islamique. Et puis le sol turc, la Turquie qui a rejoint la coalition internationale après avoir longtemps tergiversé, un revirement qui pourrait justifier donc des représailles des djihadistes contre le gouvernement turc. La deuxième piste, c'est celle de l'extrême gauche, le DHKPC, d'inspiration marxiste, mais là encore très peu probable car généralement les militants de cette organisation ne visent pas les foules, donc très peu crédible selon les spécialistes. Et puis enfin, la piste du PKK, c'est peut-être la plus intéressante, on va y revenir, la rébellion kurde, une piste qui paraît là également peu crédible, peu probable. Pourquoi? Parce que la cible visée, ce sont des militants kurdes ou des militants proches de la cause kurde. Et puis en plus, le jour même, le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, avait annoncé qu'il suspendait ses activités de représailles contre le gouvernement turc jusqu'à la tenue des élections législatives le 1er novembre prochain. Alors on a du mal justement à comprendre pourquoi le PKK est visé dans cette enquête éventuellement. Eh bien c'est très intéressant parce que certainement Erdogan cherche à freiner absolument à tout prix une influence de plus en plus grande des Kurdes à l'intérieur de ses frontières, ces mêmes Kurdes et les sympathisants de la cause kurde qui, en juin dernier, lors des élections législatives, eh bien, avaient privé l'AKP, le parti d'Erdogan, le parti islamo-conservateur d'Erdogan, de sa majorité absolue au Parlement, celle qui devait permettre à Erdogan de s'auto-conférer les prérogatives d'un hyper-président et de réformer le système parlementaire. Alors le président, eh bien, on le sait, a voulu une séance de rattrapage qui aura lieu le 1er novembre prochain, un nouveau scrutin, et aussi scénique que cela puisse paraître, eh bien, le chaos et la terreur, eh bien, jouent en faveur d'Erdogan. Pourquoi? Parce qu'il va à présent miser sur un vote utile des Turcs, sur un vote sécuritaire. Il va se poser très certainement en champion de la lutte antiterroriste. Il va tenter de capter l'électorat nationaliste et d'affaiblir le parti pro-kurde, le HDP, celui-là même qui lui avait volé la vedette lors des dernières élections. Voilà, situation complexe en Turquie et les élections législatives le mois prochain. Merci Cyril. On reste dans la région avec une visite presque présidentielle. L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite ont sorti le tapis rouge pour Manuel Valls, une tournée au Moyen-Orient aux allures très officielles. Dror, on va en parler avec vous dans un instant. Avant cela, les dernières images de ce voyage commenté par Steve Jourdain. Un voyage quasi présidentiel. Des gros sous et la réaffirmation d'une ligne politique. C'est samedi que Manuel Valls a débuté cette tournée orientale. Première destination, l'Égypte, et la conclusion de la vente de 2 avions Mistral au régime d'Al-Sisi. La France croit en l'Égypte, en sa stabilité et en son développement. Une Égypte stable et forte, un discours dans la veine de celui prononcé par François Hollande en août dernier. La lune de miel entre le Caire et Paris se poursuit donc, malgré la répression des opposants au régime. Les droits de l'homme, Manuel Valls ne les a pas évoqués en conférence de presse. Le Premier ministre français a insisté sur la lutte contre l'État islamique. Nous avons un ennemi, et nous avons un ennemi commun, un adversaire, qui s'attaque d'ailleurs à nos pays respectifs, aux populations, à nos intérêts. C'est Daesh. L'Égypte est un partenaire central, incontournable, pour traiter de toutes les crises qui affectent la région. Syrie, processus de paix entre Israël et la Palestine, et vous connaissez les tensions actuelles. Les tensions dans la région, Manuel Valls les évoquera également avec Abdallah II. La rencontre entre le Premier ministre français et le roi de Jordanie devrait être axée sur l'accueil des réfugiés. À l'heure actuelle, Amman accueille plus d'1 demi-million de réfugiés syriens. Voilà, Dror, visite donc presque présidentielle pour Manuel Valls. Difficile en effet de dissocier les aspects commerciaux de cette visite et puis les questions diplomatiques. C'est une visite presque présidentielle, effectivement, du fait des sujets abordés par Manuel Valls, mais aussi du fait de sa longueur. 4 jours de déplacement à l'étranger. Pour un Premier ministre, c'est assez inhabituel, en tout cas suffisamment inhabituel pour être remarqué. Donc effectivement, comment dissocier le commercial du politique lorsqu'on vend 2 navires de type Mistral pour une somme qui est soigneusement laissée mystérieuse, mais qu'on estime à 950 millions d'euros, quand même, c'est pas rien. Donc quand on vend ce genre d'équipement militaire de toute première catégorie à un pays comme l'Égypte, alors bien difficile effectivement de dissocier le commercial du politique. L'Arabie Saoudite également, prochaine étape de cette tournée proche-orientale de Manuel Valls, est intéressée parce que la France peut offrir en termes d'équipement militaire. Et dans l'un des cas, vous savez, les Mistral, ces 2 navires Mistral qui ont été vendus à l'Égypte, initialement ils étaient prévus pour être vendus à la Russie. Et symboliquement c'est très important parce que l'enjeu,
un des enjeux de cette visite, c'est de faire en sorte que l'influence de la Russie ne soit pas aussi grande qu'elle est actuellement. Vous savez, les Américains sont retirés du Moyen-Orient. La Russie en a profité pour être très présente. Les frappes, bien évidemment, russes en Syrie, et le fait également que la Russie et l'Égypte se sont considérablement rapprochés. La France tente de s'infiltrer dans une brèche pour ne pas laisser à la Russie le monopole de l'influence sur les affaires moyen-orientales. Et la France continue de frapper en Syrie. On a appris ce matin, selon une source gouvernementale, que des djihadistes français ont été visés sur le terrain cette nuit. Justement, la crise en Syrie, l'avis est divergent entre la France et l'Égypte. On l'a remarqué hier au Caire. Valls a dit que l'Égypte et la France avaient un ennemi commun, c'est le Daesh, effectivement, un ennemi commun. Mais il y a une vraie divergence de vue sur la manière optimale de lutter contre cet ennemi, puisque pour les Égyptiens, ce qui compte, c'est se débarrasser du Daesh le plus vite possible. Et si ça signifie maintenir en place un certain Bachar el-Assad, pour les Égyptiens, comme pour leurs amis russes, ce n'est évidemment pas un problème. Pour Manuel Valls et pour la France, pour François Hollande qui n'a cessé de le répéter, il faut assurer une transition en Syrie, mais sans Bachar el-Assad, avec des éléments du régime syrien, mais sans Bachar el-Assad. Là-dessus, il y a une réelle divergence de vue. Alors, reste à savoir qui va l'emporter dans ce bras de fer. Alors, on l'a vu, l'Égypte, aujourd'hui la Jordanie, demain l'Arabie Saoudite. Il y a quand même un grand absent dans cette tournée, c'est Israël et les territoires palestiniens. Bien évidemment. Ça n'est pas à passer sous silence, les tensions actuelles par Manuel Valls, on l'a vu dans le reportage, mais il y a quand même une cohérence. Peut-être que rajouter Israël et les territoires palestiniens dans cette visite proche-orientale aurait été dommageable pour la cohérence de cette visite, parce qu'il y a de vrais points communs entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Ce sont trois pays arabes sunnites stables, parmi les seuls à être relativement stables dans la région, quand on voit l'état de l'Irak ou de la Syrie, bien évidemment, pro-occidentaux. Les régimes égyptiens, saoudiens et jordaniens sont proches du monde occidental, et qui, dans les grands conflits qui déchirent le Moyen-Orient, occupent une position très similaire. Ils sont à la fois anti-iranien, il se méfie bien évidemment de l'influence iranienne et chiite au Moyen-Orient, et puis également opposé au Daesh à des degrés divers, parce que l'Arabie Saoudite est un petit peu plus ambiguë, mais tout de même officiellement opposé à l'État islamique. Merci pour ces explications. Un mot de la crise des migrants ce matin également. Depuis le début de l'année, vous le savez, plus de 500 000 personnes ont tenté de traverser la Méditerranée. Un périple long et dangereux durant lequel beaucoup de familles sont séparées. Alors en pleine crise migratoire, c'est parfois par le biais de Facebook et des réseaux sociaux que les migrants tentent de retrouver leurs proches. Exactement. Alors plusieurs pages relaient ainsi des avis de recherche de réfugiés. Alors vous avez par exemple Find Your Family Friends, donc trouver vos amis, votre famille. Plus de nouvelles d'une mère et de son petit garçon, par exemple, entendu au téléphone pour la dernière fois le 9 octobre, il y a quelques jours, alors qu'il se trouvait à la frontière serbo-croate. Un ami perdu en Autriche il y a 48 heures au milieu de la nuit. Là, des séparations donc relativement récentes, donc avec l'espoir qu'il ou elle n'est pas déjà forcément trop loin. Alors parfois plus inquiétant aussi, des gens dont on n'a pas de nouvelles depuis plusieurs semaines, comme cet homme à la moustache blanche, Mohamed Abouka, 64 ans. Alors il serait parti de Kounetra au sud-est de la Syrie, en direction de Lesbos. Dernier contact le 20 août dernier, il y a plus d'un mois. Puis autre exemple de page qui relaie ce genre d'appel. Vous avez Refugees Missing, Family Members Missing, où il y a cette photo d'un petit garçon de 5 ans accompagné de ce message. Voici Azam, réfugié syrien. Il était vu pour la dernière fois à l'hôpital de Belgrade le 10 octobre. Il souffrait alors d'une fracture à la mâchoire, mais il a été emmené apparemment par ces deux hommes que vous voyez sur cette photo avant d'avoir été soigné. Alors quelqu'un a-t-il aperçu cet enfant ou ces hommes? Demande le message. Pas de réponse pertinente pour l'instant. Et d'ailleurs sur Twitter, un hashtag aussi, Find Azam, trouver Azam. Tous les moyens sont bons pour retrouver les proches. Tous les réseaux sociaux sont utiles. D'ailleurs, même les médias ont relayé cet appel Find Azam, comme ici vous voyez la BBC sur Twitter toujours. Alors parfois heureusement des messages, juste on précise, des messages annoncent la bonne nouvelle, on a retrouvé le parent ou l'ami perdu.
Voilà, des histoires tout à fait tragiques, mais finalement ce phénomène de séparation des familles, il est presque inévitable. Alors exactement, puis alors la tendance est plus inévitable que jamais. Prenez la Croix-Rouge, 3 nouvelles demandes arrivent chaque jour au siège français. C'est 17% de plus par rapport à l'an dernier, et ce n'est rien comparé à ces pertes du lien familial qui ont pu être enregistrées en Allemagne ou en Autriche, à cause notamment, vous l'aurez compris, de la précipitation lors de la fermeture de la frontière de la Hongrie il y a quelques semaines. Beaucoup de gens donc qui sont isolés et perdus. Merci pour ces explications, Betsabé. En bref, un mot de sport avant de se quitter pour un nouveau journal. L'équipe de France de rugby a perdu sa finale de la poule D face à l'Irlande hier soir dans un match quasi à sens unique. Une équipe d'Irlande très complète dans toutes les phases de jeu. Score final 24-9. La France retrouvera la Nouvelle-Zélande en quart de finale. L'Irlande, elle, affrontera l'Argentine. Voilà pour cette Coupe du Monde de rugby. Je vous rappelle une des principales informations de cette matinée. Nouvelle tentative d'attaque au couteau dans la vieille ville de Jérusalem. Les faits se sont déroulés il y a moins d'une demi-heure. Un assaillant armé donc d'un poignard a tenté d'attaquer un passant. Il n'y a pas eu de blessés car les forces de sécurité massivement sur place ont réussi à neutraliser le terrorisme. Voilà pour cette nouvelle tentative dans la vieille ville de Jérusalem. On y revient évidemment dans toutes nos éditions. On se quitte justement pour un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Léonore Vell. On se retrouve juste après. Restez avec nous. Bien, je suis un combattant. La petite phrase est signée Sepp Blatter, le président de la FIFA, suspendu pour 90 jours, répète son intention de se battre et semble indestructible. Michel Platini, lui, voudrait poursuivre sa course vers la présidence de l'instance internationale du foot. Rudy, on fait le point sur les remous à la FIFA qui se poursuivent ce matin encore. En tout cas, pour Michel Platini, ça semble très compliqué. Alors, on va vous expliquer pourquoi c'est compliqué. La première chose à savoir, c'est que le comité d'éthique de la FIFA qui a suspendu Michel Platini a été mis en place tout simplement par Sepp Blatter lui-même, et il est composé d'hommes de Blatter. Alors même s'il est présenté comme un comité indépendant, dans les faits c'est loin d'être le cas. En fait c'est plutôt un outil pour Sepp Blatter, un outil qui a servi par exemple à enterrer des histoires un petit peu gênantes ou à flinguer des ennemis du Suisse. Alors il y a 2 semaines pile, ici même je vous parlais du fait que Blatter n'avait bien sûr pas pardonné à Platini sa trahison de cet été. À partir de là, donc c'est logique que Blatter, qui se sait condamné, tente de faire tomber Platini avec lui. Ça serait d'ailleurs même les avocats de Blatter qui auraient mis les enquêteurs sur la piste de ces 1,8 million d'euros versés sans contrat de travail, payés avec 9 ans de retard. Et c'est ça qui est l'objet du entre guillemets délit. Pour Blatter, ces 90 jours de repos forcé ne sont rien. Lui, il se sait condamné. Par contre, pour Platini, c'est un handicap de taille. Alors certes, son dossier avait été déposé la veille de l'annonce avec les soutiens nécessaires. Donc le dossier est déposé et un appel aussi de cette décision a été déposé samedi. Mais même s'il n'est pas suspensif, en fait, sa candidature, elle est valide. Mais pour lui, 90 jours, c'est 90 jours sans pouvoir rencontrer d'instances du football, sans pouvoir dialoguer, sans pouvoir tout simplement faire campagne. Alors pour Alain Chiesa, qui est l'ex-président du PSG, qui est un proche de Platini, pour lui, c'est une cabale, c'était prévisible. Il dit, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi prévisible et violent. Voilà, pour lui, Blatter doit être fou de joie. Voilà, le chemin en tout cas de Platini vers la tête de la FIFA s'annonce compliqué. En revanche, il a reçu beaucoup de soutien dans le monde du sport, mais aussi dans le monde politique. Oui, en lisant le JDD hier, on a appris que François Hollande lui-même a appelé Michel Platini pour lui apporter son soutien dans cette affaire. Manuel Valls l'avait fait un petit peu avant lui. Alors dans le sport français, pour l'instant, on fait bloc autour de Platini. Alors je vous propose d'écouter Patrick Caner, le ministre des Sports, mais aussi Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.
Donc jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, je continue à apporter mon soutien à Michel Platini, même s'il est vrai que cet événement d'hier, aujourd'hui, perturbe le jeu idéal qu'on avait imaginé pour la succession de Sepp Blatter. Est-ce que ça vous trouble? Est-ce que vous avez des doutes ce matin? Les doutes, c'est pas à moi de les émettre, c'est aux instances compétentes de la FIFA, voire aux instances judiciaires qui, pour l'instant, ne sont pas encore saisies au fond de ce dossier. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout des procédures, permettre à Michel Platini de faire jouer toute sa bonne foi. Il a été extrêmement ferme hier, et donc, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, mon soutien lui est acquis. Je ne vais pas m'étendre, je ne connais pas tous les éléments du dossier. Voilà, j'ai toujours confiance en l'homme qu'est Michel et ce qu'il représente. Voilà, net soutien dans le monde français. Qu'en est-il des fédérations mondiales? Est-ce que Platini conserve ses alliés historiques un peu partout dans le monde? Alors, du côté des fédérations, c'est un petit peu plus compliqué. Chacun pousse ses pions. Alors, les avis sont partagés. Il y a les soutiens comme la Confédération sud-américaine de football qui parle à mots couverts de coup monté par Blatter. Monsieur Platini n'a pas été reconnu coupable d'une quelconque charge lors de sa suspension. Voilà ce que dit... Voilà, on va voir Blatter... non, ça c'est... ce que disait tout à l'heure, c'est ce que je disais Alain Kézac tout à l'heure, mais c'est pas grave. En tout cas, la CONMEBOL, comme on dit, donc le foot sud-américain soutient Michel Platini, mais pour d'autres fédérations, eh bien en fait on met Platini dans le même sac que Blatter. Les deux hommes ont été tellement proches pendant 15 ans que c'est un petit peu pour certains la même chose. Écoutez ce que dit le président par intérim de la FIFA, le Camerounais Issa Hayatou. Il est président intérim de la FIFA. Il parle justement de ses problèmes. Écoutez-le, il met finalement tout le monde dans le même sac. En ce qui me concerne, je suis tranquille. Vous vous rendez compte avec tout ce qui se passe là, si jamais ces enquêteurs-là avaient le moindre soupçon sur ma gestion, ils vont me laisser. Ils n'ont pas laissé Blatter, ils n'ont pas laissé Platini, ils n'ont pas laissé Jérôme Valk, ils n'ont pas laissé Tchonk. C'est moi qui lui ai laissé, c'est parce qu'il n'y a rien. Vous voyez, Platini, Blatter... Tous pareil. Alors on le voit, on le comprend, le chemin va être difficile pour Platini. Est-ce qu'il a senti sa victoire acquise trop facilement finalement? En tout cas, certains disent qu'il a absolument sous-estimé le danger, ne voyant finalement aucun vraiment obstacle à son sélectionneur, parce que à son élection plutôt, parce que son bilan à la tête de l'UEFA était positif, son franc-parler aussi en faisait le candidat idéal, et sa légitimité de joueur faisait aussi de lui le candidat qui allait incarner la transition entre cette FIFA des affaires avec la FIFA du jeu, plus saine et moins business, une transition dans la douceur. Alors certains diront qu'il y a de la naïveté et d'autres diront qu'il y aura de la suffisance. En tout cas, une chose est sûre, il n'avait pas prévu les petits cadeaux de son ami Sepp Blatter. Voilà, c'était sans compter la hargne de Blatter. Merci Rudy. Autre chose à présent, il s'appelle Elie Ismaël, il est irakien et il a fui son pays il y a de nombreuses années. Son parcours est inhabituel. Élevé dans la haine d'Israël et des Juifs, sa sensibilité artistique le mènera, vous allez le voir, jusqu'à Auschwitz et puis Tel Aviv. Anthony Lesme l'a rencontré. Dessiner et peindre, c'est la vie d'Elie Ismaël. Sa première calligraphie, il l'a offerte à une petite fille de sa classe quand il était enfant. C'était à Bagdad, à l'époque où on parlait plus d'amour que de guerre. Elie est devenu professeur de calligraphie à l'université. Esprit libre, il refusait la pensée du parti unique, le parti de Saddam Hussein. À l'époque du dictateur, les Juifs et Israël sont le mal absolu. Elie, avec des amis proches, s'interrogeait. Nous étions complètement curieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Israël? C'est un pays ou bien des groupes de mafia? On ne sait rien. Comme je dis, je répète, elle était interdite à savoir, interdite à questionner. Tout est caché. Elie a fui Bagdad en 1998. Il s'installe à Paris, puis en Suède, où il vit actuellement. Un jour, il regarde Le Pianiste, le film Palme d'Or de Roman Polanski, l'histoire d'un juif polonais pianiste pris dans la tourmente de la Shoah. Pour lui, c'est un choc. Ma première réaction a été celle de l'émotion. L'émotion parce que je suis artiste moi aussi, comme ce pianiste, et que cette guerre contre les Juifs a été menée de manière si obsessionnelle. Et c'est ce qui a aiguisé ma curiosité. Pourquoi les Juifs ont été la cible? Qu'on veuille anéantir de la terre une population dépasse l'entendement. Il regarde des documentaires, lit des livres et se rend finalement en Pologne. C'était très important aller à Varsovie ou Cracovie ou en même temps en Suisse pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est très affreux, c'est incroyable. C'est notre histoire.
Une histoire qu'il matérialise par ses toiles qu'il expose régulièrement en Suède et dans le monde. Cette peinture est un hommage à Kafka et à la métamorphose tragique des corps pendant la Shoah. Rares sont les artistes du monde arabe à exposer en Israël, mais Elie est transgressif. L'Holocauste, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe, sauf le monde arabe. Pour toi, c'était important justement que exactement de montrer une réalité qui n'est pas connue. Voilà, c'est très important, c'est mon message comme artiste. Elie a profité de Tel Aviv pour rencontrer des artistes israéliens, mais aussi des juifs irakiens, comme lui, exilés. Nous nous sommes rendus dans un quartier habité par de nombreux Irakiens en banlieue de Tel Aviv. Elie est invité à s'asseoir autour d'un bon café. Les souvenirs peuvent s'échanger. À l'époque, vous savez, il y avait beaucoup de respect entre les Irakiens, que ce soit les musulmans, les juifs ou les chrétiens. On vivait tous dans les mêmes quartiers, les familles étaient mélangées. Nous vivions comme des frères, comme dans une même et unique famille. On faisait les fêtes ensemble, toutes les fêtes. Elie reviendra prendre le café et rediscuter de la gloire de Bagdad. Il sera d'ailleurs de retour pour une grande exposition à l'Israeli Art Fair du 11 au 15 novembre prochain à Tel Aviv. C'est un parc d'attractions pas comme les autres. Ni Mickey, ni Grand 8, ni train fantôme. Il est interdit aux enfants et célèbre le culte de la marijuana, du cannabis en vente libre dans un véritable petit paradis de la fumette. Ça se passe aux États-Unis. Ouverture le 31 décembre prochain. Mais savez, vous nous en dites plus. Oui, alors d'abord, c'est une première, même aux États-Unis, une sorte de paradis du pétard où les grands 8 et les stands de tir ont été remplacés par des boîtes de nuit et des points de vente proposant pas moins d'une trentaine de variétés de cannabis, Gorilla Blue, Big Blue Cheese, Shot Glass, des sachets d'1 gramme dont le prix varie entre 12 et 15 $, ça veut dire entre 11 et 13 €. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'était un petit peu cher. Alors aux amateurs, le parc ouvrira ses portes le soir de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre prochain, à Flandros, une petite ville du Dakota du Sud, jusque-là inconnue, et dans un parc qui se trouve en fait dans une réserve amérindienne. Et pour cause, c'est une tribu, les Santis, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui ont monté ce projet, des membres d'une réserve de Sioux, en fait, qui, semble-t-il, ont le sens des affaires, puisqu'en fait, ces 400 personnes sont déjà à la tête d'un casino, d'un hôtel de 120 chambres et même d'un ranch. Et c'est justement parce que ce parc d'attractions se trouve dans une réserve amérindienne, qu'il est légal. Et ce, quand bien même le Dakota du Sud, lui, ne fait pas partie des États où le cannabis à des fins dites récréatives a été autorisé. Mais en juin, le département américain de la justice a autorisé les Amérindiens à disposer de leur réserve comme bon leur semble. Alors l'essentiel, il y a quand même des règles, c'est de fumer à l'intérieur du parc. Sortir les poches pleines. Exactement, les visiteurs n'ont pas le droit de sortir du parc avec des restes de marijuana sur eux. Alors je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais il faudra fumer tout la marijuana que vous avez sur vous avant de sortir du parc. Bon, ce qui ne va pas empêcher ce parc et cette tribu de générer des revenus considérables. Effectivement, alors c'est ce qu'on attend. Les médias s'accordent tous pour dire que ce projet va rapporter beaucoup d'argent. Regardez, 24 millions de $ annuels, et ce dès la première année, ça fait 21 millions d'euros. Car la fumette, c'est un secteur qui marche entre les visites touristiques, qui consistent à fumer toute la journée, les Airbnb ou même des campings. Vous avez par exemple le Canacamp qui est ouvert le 1er juillet dernier au Colorado, à Durango, un camping à thème, donc à 395 $ la nuit, 350 €, où le cannabis se trouve partout, depuis le petit déjeuner au dîner. Regardez par exemple, vous avez ces assortiments autour d'une assiette gastronomique, vous avez donc du hashish un peu partout, tout autour de l'assiette. Ou encore, quoi, on le mange? Non, vous le fumez, c'est plus conseillé. Alors sinon, vous pouvez le cuisiner. Je vous donnerai quelques recettes, ça se trouve sur internet, c'est pas compliqué. Vous avez aussi, regardé, des cours de yoga à pratiquer dans ce camping. Alors le Daily Mail précise dans l'article, une fois que vous êtes stone. Alors si vous êtes plutôt Airbnb, il y a Bed and Breakfast, un site spécialisé dans ce qu'ils appellent la location d'appartements
cannabis friendly. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous avez le droit de fumer de la marijuana à l'intérieur de l'appartement sans modération. Il est même d'usage d'ailleurs que votre hôte vous en laisse pour vous accueillir. C'est dans le parc, c'est ça? Non, là on est dans le... C'est autre chose. Ça, c'est dans les États où c'est autorisé. Vous avez des Airbnb, des hôtels, tout sur le thème de la marijuana. Alors, vous l'aurez compris, hein, la légalisation du cannabis est une manne financière. D'ailleurs, eh bien, les États eux-mêmes font leur pub pour attirer les touristes, comme l'Oregon. Regardez. Bon, avouez-le, ça donne envie. Ouais. Hein? Voilà pour ces cigarettes qui font rire, en tout cas. Merci beaucoup, Betsabé. Imaginez un champ de baobab à perdre de vue qui se gorge de soleil. Direction le Sénégal avec ce pari fou de deux Français amoureux de vin. Ils ont décidé de monter un vignoble pas comme les autres parce qu'il s'étend sur 1 hectare à peine dans un milieu a priori hostile. Ce sont ces fameux baobabs qui veillent sur le raisin. Reportage. Des vignes au milieu des baobabs. C'est le pari osé qu'ont tenté deux Français sur la petite côte à 70 km au sud de Dakar. Philippe François et François Normand ont acquis 10 hectares de terrain dans cette région touristique. Ils en ont pour le moment planté un à titre expérimental. Si l'absence d'eau est maîtrisée grâce à une irrigation au goutte à goutte, les vignerons doivent apprendre à gérer les 2 vendanges annuelles offertes par le soleil du Sahel et à se protéger contre la convoitise de quelques bandes de singes chapardeurs. La production est pour le moment anecdotique, mais l'objectif à terme est bien la commercialisation. Dès qu'on pourra... qu'on aura les conclusions définitives et qu'on verra la rentabilité, on pourra étendre et effectivement commercialiser. Et puis je pense que c'est également un beau projet pour le Sénégal et pour même toute l'Afrique de l'Ouest, de montrer qu'on peut y faire du vin et en plus certainement du vin de qualité. Œnologue formé à Montpellier, leur ami sénégalais Morsin Diouf leur transmet ses conseils. Il garde lui-même dans un coin de sa tête le projet de créer un vignoble à Saint-Louis, dans le nord du pays, où la température est un peu plus fraîche. Le travail effectué par ses amis l'a bluffé. Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, je me suis dit, Inch'Allah, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vu le travail extraordinaire que Philippe et François ont accompli ici sur ce vignoble, qui commence à donner du résultat, même si les résultats ne sont pas énormes, je pense que ce projet-là, ça sera aussi intéressant de pouvoir l'expérimenter dans le nord du Sénégal. À quelques dizaines de mètres des vignes, les associés ont déjà repéré un endroit à l'ombre d'un baobab où installer le futur site de dégustation. En attendant, ils ont invité quelques privilégiés à déguster dans un bar à vin de Dakar le tout premier rouge de la production du Clos des Baobabs. Stop, on goûte. Les premiers commentaires sont encourageants. C'est pas mal épicé, et puis il y a le côté fruit rouge aussi qu'on ressent. Il a un nez très puissant, très axé sur le fruit rouge et effectivement une dominante cerise. Prochaine vendange en décembre avant une commercialisation à plus grande échelle prévue pour fin 2016. Les demandes des restaurants sont déjà nombreuses. Voilà pour ce vin sénégalais, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Restez sur notre antenne, un nouveau point complet sur l'actualité qui vous est présenté ce matin par Léonore Veil. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À demain, portez-vous bien.